Activité 3, VAE aide-soignant et rubrique B. Dans la précédente vidéo, on a parlé de la rubrique A et il est temps pour nous de commencer cette fameuse rubrique B. Comme d'habitude, tu as une situation à exposer, à ne pas confondre avec un contexte qui est tout à fait différent. Alors ici, je vais tout simplement t'expliquer comment concevoir et quel type de situation tu pourras mettre sur ton dossier. Et en bonus, je vais te faire un exemple de rédaction. Il faudra que tu fasses attention, puisque là, on parle d'état clinique, ce qui veut dire que cette personne, ce matin, ou cette nuit, ou cet après-midi, n'était pas censée se retrouver dans cet état-là. Et là, subitement, son état se modifie. Et donc là, il va falloir expliquer ta situation au moindre détail en justifiant, et bien évidemment, tes actions. L'exaction doit être riche, développée et compréhensive sans faire de glissement de page. Alors certains vont peut-être ouvrir les yeux. Oui, mais comment je peux exposer certaines actions alors que je suis seulement AVS ou ASH menant des tâches aide-soignant? Comment je fais pour ne pas être hors sujet? Alors tu es en processus de VAE aide-soignant, ce qui veut dire que tu es censé durant ce processus, durant ce parcours d'1 an, eh bien te perfectionner, d'observer, d'analyser, de comprendre tes actions avec l'apport théorique des aides-soignants. Donc là, dès à présent, si tu ne l'as toujours pas fait, eh bien, fournis-toi d'un livre Aide-soignant Nouvelle Réforme parce que tu dois t'en imprégner malheureusement seul, bien souvent seul, puisque tu n'as pas de formateur, tu n'as personne pour te guider et c'est ça la complexité. D'ailleurs, tu as le livre des 10 modules aide-soignants qui est conçu avec les élèves d'IFAS, chaque année réactualisé, il y a plus de 400 pages, presque 500 pages, où tu trouveras le cours aide-soignant du nouveau référentiel. Oui, même si tu fais une VAE, tu es concerné puisque tu te projettes à un diplôme d'État aide-soignant. Allez, c'est parti. Alors, quel type de situation tu vas pouvoir énumérer dans cette situation? Alors ça, c'est le questionnement de beaucoup d'entre vous. Vous êtes souvent bloqués par rapport à votre rubrique B, activité 3, et vous confondez aussi l'activité 4 qui est la collaboration avec l'IDE. Néanmoins, les deux se rejoignent. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que vous allez observer, bien évidemment, vous allez échanger et transmettre. Mais là, qu'est-ce que vous allez pouvoir énumérer comme situation? Par exemple, je vous donne quelques idées. Une personne qui semble très asthénique à ce jour ou une peau cutanée altérée ce matin, vous observez que sa peau, il y a un changement, ou bien des signes cliniques, vous observez Madame X ayant des signes cliniques d'une personne en hyperthermie ou hypothermie. Madame X souffre de diabète à ce jour. Lorsque vous l'accompagnez en chambre, vous observez son teint pâle, en sueur, se plaint de vertige, dit se sentir mal, une envie de vomir. Ça, c'est changement d'état clinique. Une personne également qui est complètement désorientée, donc temporo-spatiale, alors qu'il y a il y a 5 minutes de ça, elle était super bien et les jours d'avant étaient super bien. Une avancée d'une pathologie quelconque. Voilà, vous avez plein d'idées concernant votre activité 3 rubrique B. Et vous en avez fait face. Et presque, je dirais, chaque jour lorsque vous travaillez finalement. Puisqu'il y a une modification, chaque jour ne se ressemble pas. Ah bah, ce jour, Madame X se sent un peu fébrile. Les jours d'avant, elle était un petit peu plus joviable. Et puis là, elle se sent un peu fébrile, dit se sentir mal, des vertiges au lever. Voilà, ça, ce sont des signes cliniques. Et par rapport à ce que vous observez, eh bien, vous mettez des actions. Et là, c'est la complexité. Parce que les actions que vous allez mener doivent être réelles, doivent être justifiées et correctes. Vous observez Madame X en sueur, pâleur, rougeur, dit avoir des céphalées, très asthénique. Et donc là, vous décidez de l'hydrater. Parce que vous observez qu'elle a chaud, qu'elle est en sueur. Vous la découvrez et vous expliquez pourquoi je la découvre. Parce qu'elle a chaud. Je veille à ouvrir la fenêtre. Pourquoi vous ouvrez la fenêtre? Pour lui ramener de l'air frais. Parce qu'elle semble avoir de la température.
Elle dit avoir des douleurs, des céphalées. Bah, vous lui faites une évaluation de la douleur. Alors attention, ne mettez pas EVA parce que EVA, c'est une échelle. Et il existe plusieurs échelles de la douleur. Donc, vous allez identifier quel type d'échelle que vous allez donc utiliser. Je fais une évaluation de la douleur et puis justifier quelle échelle vous utilisez. Algo plus, EVS, EN. Voilà, vous identifiez ça. Et une fois que vous avez identifié, eh bien là, ce que vous allez faire, vous allez dire pourquoi vous utilisez cette échelle. Et pourquoi vous évaluez la douleur. En quoi il est important de l'évaluer. Ça, c'est important. Pareil, Madame X est une personne souffrant de, je sais pas moi, de diabète. Et à ce jour, vous voyez qu'elle est très palote, dit avoir des vertiges, etc., etc. Eh bien, vous allez faire la glycémie capillaire. Alors là, la glycémie capillaire, ça passe ou ça casse. Et c'est pour ça que j'en parle ici maintenant. Parce que c'est une action sans diplôme, il ne peut pas être exercé, comme la transmission des traitements. Donc, vous pouvez faire le choix d'exposer la glycémie capillaire. Mais, risque et péril. Il y a certains jurys, ça les irrite. Pourquoi? Car là, il y a l'exposition au sang. C'est pas comme si vous prenez des paramètres, une température, une glycémie, c'est être exposé au sang. Et pourquoi également les traitements, il ne faut pas le dire, même si vous le faites sur le terrain? Bah parce qu'ils vous attendent en retour. Ah bon? Alors vous transmettez les traitements. Vous connaissez les classifications médicamenteuses? En cas d'erreur, êtes-vous protégé légalement? Vous faites face à quoi? Votre responsabilité juridique, c'est formellement interdit. Et peu importe, même si votre employeur vous a fait signer une attestation ou je ne sais quoi, ça n'existe pas légalement. C'est formellement interdit et dans les articles de loi, une personne non diplômée n'a aucun droit, peu importe si l'employeur lui fait faire une formation en interne, il n'a aucun droit de transmettre les traitements. C'est du ressort de l'IDE et de l'aide-soignant diplômé sous condition. On fait attention. Donc, à risque et péril, si vous choisissez la glycémie capillaire, eh bien, sachez qu'on vous attend en retour parce qu'effectivement, vous êtes exposé au sang et c'est interdit. Prendre des paramètres vitaux, il n'y a aucun risque. Prendre une pression artérielle, il n'y a pas de risque. Une saturation, il n'y a aucun risque. Une pulsation cardiaque, il n'y a pas de risque. Tout ça, il n'y a pas de risque. Vous êtes dans un processus VAE et ce qui veut dire que durant ce processus VAE, vous efforcez à apprendre ces choses-là. Par contre, la glycémie capillaire, ça reste de la théorique, non pratique pour le moment. La transmission des traitements, ça reste de la théorie, non pratique pour le moment, même si vous réalisez cela sur le terrain. Parce que vous ne savez pas quel jury vous allez avoir en face de vous et tout va dépendre du jury. Vous ne savez pas quelle sauce vous allez être saucé. Et honnêtement, moi, je vous conseillerais quand même de mettre vos chances de vos côtés plutôt que de titiller le feu. Donc voilà, les types de situations. Prenez une personne qui est en hyperthermie, en hypothermie, en hypotension, hypertension, qui est sous oxygénothérapie. Alors, l'oxygénothérapie, c'est pas la même hauteur qu'une glycémie capillaire ou transmission des traitements. Puisque une personne sous O2, vous pouvez mettre une situation, vous rentrez dans la chambre, vous apercevez Monsieur X, la lunette à oxygène au sol, très dyspnéique, cyanosé, fatigué, douloureux au niveau du thorax. Et donc là, par rapport à ça, vous allez mettre des actions en place. Vous allez installer correctement le matériel sans toucher au débit d'oxygène. Vous allez observer la tubulure, si elle n'est pas coudée, pincée, percée et justifier pourquoi vous faites ça, pourquoi vous avez cette observation. Vous allez prendre la saturation en oxygène en justifiant comment et à quel doigt et comment le doigt doit être pour prendre la saturation et quel matériel vous utilisez. Toujours, je mène une action, pourquoi je la mène et je formule. Alors, inutile de faire des copier-coller de ChatGPT ou je ne sais quoi de Google concernant les actions, les réponses aux actions que vous menez.
Ça, c'est vos phrases, vos propres phrases, et elles doivent être rédigées par vous. Parce que si le jury a un doute, croyez-moi, c'est pas revenir au rattrapage l'année prochaine. C'est pendant une durée de 5 ans que vous êtes dispensé. Et ça, ce serait vraiment dommage, y compris l'entrée en IFAS. Ah, ça c'est dur, hein. Eh oui, eh oui. Donc voilà, vous allez mettre des actions en place. Le principe de l'activité 3 et l'activité 4, c'est l'aspect clinique. Oui, effectivement, l'activité 3, on pourrait faire une situation de collaboration, mais elle ne doit pas être centrée comme l'activité 4, car l'activité 4 est vraiment une collaboration avec l'IDE. Et l'activité 3, c'est simplement vous entrez, vous observez le changement d'état clinique et vous mettez des actions en place, tout en justifiant les actions menées. Eh bien, je vais te donner un exemple. Eh bien, je t'invite à écouter. C'est cadeau, c'est pour toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter si tu le souhaites. Et puis, si tu as des idées ou des demandes en particulier pour t'aider, eh bien, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sache que chaque année, on a une ouverture d'Académie VAE. N'hésite pas à aller via le lien qui est directement épinglé en commentaire s'il y a une session d'ouvert. C'est accessible à tous. Au niveau du prix, on est plutôt raisonnable et c'est un réel accompagnement par rapport à ton livret 2 et également l'entraînement à l'oral en intensité. Effectivement, oui, on ne vous lâche pas comme si vous étiez élève en IFAS et l'objectif, c'est que vous soyez prêts pour le passage devant le jury, mais pas seulement, puisqu'on attend de vous aussi que vous ayez le bon bagage pour pouvoir exercer tranquillement en médecine, en service de médecine et n'importe où, quoi. Allez, c'est parti, je te fais du coup mon petit exemple d'activité 3, rubrique B. C'est parti pour la situation. Je travaillais en tant que ASH menant des tâches aide-soignant, accueillant des personnes âgées dépendantes dans un EHPAD. Lors d'un service du matin, j'ai pris en soin Madame L, âgée de 87 ans, résidant depuis plusieurs années dans l'établissement. Madame L est habituellement calme, coopérante, orientée dans le temps et l'espace, et participe volontiers aux soins d'hygiène. Celle-ci est classée en GIR 4 sur la grille Agir. Elle se déplace habituellement avec un déambulateur et prend ses repas en salle commune. Madame L a un fils qui vient lui rendre visite assez régulièrement, une fois par semaine. Madame L a subi une opération du col du fémur il y a plus de 5 ans. Suite à ça, sa mobilité est un peu réduite. C'est pour ce fait qu'elle se déplace toujours avec son déambulateur. Madame L souffre seulement d'hypertension artérielle non traitée. Aucun traitement à ce jour a été mis en place. Ce jour-là, dès mon entrée dans la chambre, j'ai constaté un changement de son état clinique par rapport à son état habituel. Madame L était alitée, les yeux mi-clos, peu réactive à la stimulation verbale. Elle m'a répondu de façon lente et confuse, en se trompant sur le jour et le moment de la journée. J'ai également observé qu'elle semblait plus fatiguée que d'ordinaire et qu'elle refusait de se lever, alors qu'elle acceptait habituellement l'aide à la mobilisation. Lors de la toilette au lit, j'ai remarqué que sa peau était chaude au toucher et qu'elle transpirait légèrement. Madame L s'est plainte de frissonnement et a exprimé un malaise général, en disant qu'elle ne se sentait pas comme d'habitude. Son appétit était diminué à ce jour, puisqu'elle m'a indiqué ne pas vouloir prendre le petit déjeuner juste après la toilette, ce qui est inhabituel chez elle. J'ai également constaté une diminution de sa participation aux soins et une perte d'autonomie qu'on dit transitoire. Face à ces signes évocateurs d'un changement d'état clinique, j'ai adapté ma prise en soin en respectant mon rôle d'aide-soignante, future aide-soignante. J'ai assuré une installation confortable au lit, en veillant à son confort thermique et à sa sécurité. J'ai maintenu une attitude rassurante en lui parlant calmement et en lui expliquant les gestes que je mène, afin de limiter son anxiété. J'ai surveillé l'évolution de son état,
Lui proposer également de l'eau. La questionner en faisant une évaluation de la douleur, en restant attentif à son comportement, à sa vigilance et à l'apparition de d'autres signes inhabituels. J'ai également aéré un petit peu la fenêtre. Suite à ça, selon le protocole de l'établissement, j'ai immédiatement pris les constantes. J'ai observé que la température de la pression, la température de celle-ci était à 38,5 degrés Celsius. Cela indique un état fiévreux. Une pression artérielle à 120-80 mm de mercure. Cela signifie qu'elle est totalement dans les normes. Une saturation à 95% d'oxygène. La saturation est classée dans les normes normales. Un pouls, une fréquence cardiaque à 66 battements par minute. Cela aussi rentre dans la norme, donc je ne m'inquiète pas par rapport à la fréquence cardiaque. La fréquence respiratoire est de 10 cycles par minute. Cela est un petit peu en dessous de la moyenne, car la fréquence respiratoire doit être entre 12 et 20 cycles par minute. Je lui demande à cet instant précis, est-ce qu'elle a du mal à respirer? Je vérifie également si elle a un effort au niveau de l'inspiration et l'expiration. Si elle ressent une gêne au niveau de la cage thoracique, des picotements, un pincement ou un resserrage. Elle m'informe que non. Suite à ça, je transmets immédiatement à l'IDE son état. Je prends note de chaque élément. Je m'alerte également et surtout sur la fréquence respiratoire. Je reste en surveillance également pour la température qui est dans un état fiévreux. L'infirmière vient, prend le relais. Moi, tout de suite après, je fais des transmissions ciblées. Une pour l'hypertension, l'une pour la température et une autre pour la fréquence respiratoire. Je prends note de ce que je dois surveiller et note également de ce que je peux mettre en place en collaboration avec l'IDE.